Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h30. Bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, les titres de ce mercredi 19 mars. Comment faire baisser les prix en Polynésie? Un colloque sur la vie chère s'est ouvert ce matin et sur 2 jours à l'Assemblée. Principale préoccupation, le coût des produits alimentaires. Le président de l'Assemblée, à l'initiative de ce colloque, annonce déjà sa volonté de traduire ces échanges par des actes concrets. L'installation d'un centre d'enfouissement technique à Wharoa provoque la colère à Reiatea. Le projet ne fait pas l'unanimité. L'occasion pour le gouvernement en déplacement sur l'île d'apaiser les tensions. Reiatea, où la gestion des déchets est une réelle problématique. Focus également ce soir sur la transmission des langues polynésiennes. Nos équipes ont suivi une famille qui pratique le reo paumotu, une langue aux multiples dialectes qui se perd, tout comme le reo tahiti. Une problématique qui nous concerne tous, dont nous parlerons avec notre invité, Miros Paya, maître de conférences en langue et littérature polynésienne, et sur le plateau de TNTV. Tahiti parviendra-t-elle à battre la Nouvelle-Calédonie pour décrocher une place à la Coupe du Monde? Un match crucial à voir demain après-midi en direct sur TNTV. Enjeux et réactions à voir dans ce journal. Enfin, c'est l'événement sportif devenu incontournable chez les collégiens. La Presqu'îlienne a rassemblé 250 rameurs de V6 sur le plan d'eau ce matin. Un taux de participation record pour cette 8e édition. Les temps forts à la fin de cette édition. La vie chère n'est pas une fatalité. C'est en somme le message à retenir du colloque qui s'est ouvert ce matin à l'Assemblée. En Polynésie, le constat est alarmant. Les prix pratiqués vont de 30 à 45%, sont de 30 à 45% plus élevés que dans l'Hexagone. Dans le secteur alimentaire, vous le voyez, les marges sont particulièrement scrutées. Elles représentent 44% du prix final d'un produit. Alors pour tenter d'alléger la facture des ménages, 10 propositions ont été mises sur la table. Jantinorua Naya Bennett. Favoriser la concurrence, stimuler la production locale et imposer plus de transparence sur les marges pratiquées, c'est tout l'objectif de ce colloque et des 10 mesures qui y sont proposées pour lutter contre la cherté de la vie. Parmi elles, l'interdiction de l'exclusivité d'importation, la refonte des mécanismes de restriction des importations ou encore augmenter la transparence des grands groupes. Nous, on a été assez clairs depuis le début pour dire, en fait, il y a probablement des gains à faire pour lutter contre la vie chère sur les 3 éléments, à savoir les coûts d'approche, les taxes et puis aussi sur les marges. Après, les marges, elles sont libres. Et donc en réalité, il ne s'agit pas de dire aux opérateurs faudrait faire telle marge à la place de telle autre, c'est eux qui savent. Il s'agit de s'assurer qu'il y a bien le bon fonctionnement du marché pour qu'on ait des marges économiques normales. Mais ces propositions ne font pas l'unanimité. Certains entrepreneurs pointent du doigt un débat trop focalisé sur les commerces et distributeurs, sans réelle remise en question du fonctionnement de l'administration. Ce colloque est malheureusement limité à essayer de fliquer le travail des entrepreneurs, mais on ne regarde pas de quelle manière on pourrait faire des économies sur la fonction publique. Et aujourd'hui, ça capte 21% de marge, il ne faut pas l'oublier, qu'on pourrait réduire. D'autres pistes sont également évoquées. La création d'un label entreprise responsable pour inciter aux bonnes pratiques, une refonte du dispositif de défiscalisation ou encore la modernisation du fret maritime dont les travaux sont déjà prévus pour 2027. Certains participants regrettent toutefois que la question de l'emploi n'ait pas occupé une place plus centrale dans les discussions. Si ça vient à toucher l'emploi local ou à empêcher la création d'emplois, l'effet sera inverse. C'est-à-dire qu'on perdra de l'emploi, on perdra de la cotisation PSG et on perdra du pouvoir d'achat parce qu'il faudra augmenter les cotisations de ceux qui restent. Typiquement, favoriser l'éducation, l'entrepreneuriat, le goût des jeunes du pays de créer leur activité, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Il faut donner, donc il faut que les marchés soient suffisamment ouverts, il faut que les règles soient claires, suffisamment transparentes. Et là, à partir de là, il y a une partie des gens, pas tous, mais une partie qui ont envie de se lancer, de créer. Le colloque s'achèvera ce jeudi 20 mars.
Et je rappelle qu'un débat sur le sujet aura lieu demain sur TNTV. Il sera présenté en direct depuis l'Assemblée de Polynésie par Athena Milcam et Vaitiare Nauta. Rendez-vous à 19h25. Et parmi les absents de ce colloque, les membres du gouvernement actuellement en visite à Raiatea où un conseil des ministres délocalisé s'est tenu ce matin. À l'occasion pour les élus de la commune de Tumar'a de mieux comprendre le fonctionnement de la DDC, la délégation pour le développement des communes, service du pays qui octroie des subventions aux communes. Le conseil des ministres s'est ensuite penché sur d'autres problématiques de l'île comme l'eau potable ou encore le soutien au secteur de l'agriculture et de la pêche. La visite du gouvernement a également été l'occasion d'essayer d'apaiser les tensions autour du projet de centre d'enfouissement technique dans la commune de Fa'aroa. Des habitants s'opposent à son installation, mais la gestion des déchets est une problématique sur l'île. Ronnie Moffat a assisté hier à une réunion publique. Près de 200 personnes ont fait le déplacement, non seulement de Tumar'a, mais aussi des communes voisines, un moment d'échange privilégié où chaque ministre a pu répondre directement aux préoccupations des citoyens. Mais le sujet le plus attendu de la soirée concernait la construction du centre d'enfouissement technique à Fa'aroa. C'est vrai que les déchets est un gros problème, hein? Mais par contre, le site choisi à Fa'aroa ne nous convient pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a donné des explications, mais nous savons également que l'argent est la clé de tout. Pour le président, cette rencontre était essentielle afin de dissiper les incompréhensions et d'apporter des clarifications sur certains points. Oui, alors on a essayé de mettre un peu les choses au clair sur la répartition des compétences sur ce dossier. Il y avait, c'est vrai, des incompréhensions. Je pense qu'il y a eu un manque de communication sur le dossier dans son ensemble depuis le début. Donc on a pris le temps, là je crois qu'il est 23h, on a pris le temps de répondre à toutes les questions. Et c'est important parce que ce n'est pas tous les jours que la population a tout le gouvernement face à elle. Et donc on a essayé de répondre du mieux qu'on peut. En fait, voilà, ce soir, depuis le temps, qu'on jette toujours le caillou sur le gouvernement, et aujourd'hui on a compris le problème de déchets ici, c'est la compétence, c'est l'État qui doit chercher tout moyen pour pouvoir sortir de ce problème. L'association Vaiava, opposée au projet, devra finalement revoir sa copie et soumettre de nouvelles propositions à la communauté de communes de Hawaï. Quoi qu'il en soit, un changement de programme pourrait avoir de graves répercussions. Le CET tel qu'il est prévu aujourd'hui, c'est le fruit d'un long travail administratif qu'il est censé démarrer cette année, mais que le premier PEU ne sera amené qu'en mi-2028. Et que si on change de site aujourd'hui, eh bien, il faudra tout reprendre à zéro et ce ne sera pas avant 2034. Une question cruciale alors que toutes les décharges de Raiatea doivent fermer en septembre 2027 sans alternative viable. Où seront traités les déchets de l'île? Un défi majeur pour les autorités. Perturbation aujourd'hui dans le ciel polynésien. La compagnie Air Moana a dû cesser son activité en raison d'un problème technique. La pièce nécessaire à la réparation étant indisponible localement, une commande prioritaire a été passée. La pièce arrive demain matin très tôt. La remise en service de l'avion devrait se faire dans la foulée, assure la compagnie. Et c'est un triste fait divers à présent. Une jeune femme est suspectée d'avoir voulu attenter à la vie de son bébé de 7 mois. Les faits se sont déroulés à Raiatea hier matin. La jeune maman, souffrant vraisemblablement de troubles psychiatriques, a été placée en garde à vue avant d'être prise en charge à l'unité Tokani du centre hospitalier du Taoné. Son bébé est sain et sauf. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Opération de contrôle cet après-midi au parc Paofei. Après la saisie de 16 couteaux sur une douzaine d'individus la semaine dernière, la police nationale avait annoncé la mise en place de nouvelles opérations pour assurer la sécurité des usagers du parc. Aujourd'hui, d'autres couteaux ont été saisis. Davidson Bennett, Joseph Poulain et Liora Bouni qui étaient sur place. 7, 5, 6, Zulu Foxtrot. L'œil vigilant. Plusieurs patrouilles de la DTPN sillonnent le secteur à la recherche d'armes blanches. Une opération de contrôle déployée sur plusieurs zones.
Nous sommes ici à la demande du gestionnaire des parcs et jardins de Paufey, suite à des incidents qu'il a eu entre les SDF, avec sortie de couteaux à chaque fois menaçant. Alors, le contrôle se passe sur le parc actuellement, mais il se déroule également sur la ville de propriété, suite à plusieurs incidents. C'est quoi, c'est un jouet ça? Ton sable, c'est un jouet? Aucune hostilité n'a été constatée sur le terrain, mais plusieurs couteaux ont été confisqués. Loin pour autant d'atteindre la quinzaine de couteaux saisis la semaine dernière. Ce n'est pas ciblé que sur les SDF, ça concerne toute la population, ce sont des contrôles préventifs. Et comme je l'ai dit, c'est suite aux différents incidents qu'il y a eu avec menaces avec armes blanches. Des interventions nécessaires pour garantir la protection des passants. D'autres opérations se feront dans le cadre de la sécurité de la ville de Papeete. Depuis lundi, la 10e édition de la Semaine des langues vivantes est célébrée un peu partout sur le territoire. L'occasion ce soir de se pencher sur la thématique de la transmission des langues polynésiennes. Parmi elles, focus sur les dialectes Paumotu, de moins en moins parlés par les jeunes. Pour en savoir plus, nous vous proposons une immersion au sein d'une famille pratiquant le Reo Paumotu. C'est avec Nicolas Pérez et Heimanu Manuthei. C'est une langue très chantée et une académie lui est consacrée. Mais le Reo Paumotu est de moins en moins pratiqué par les jeunes. Pour la famille Arakino de Fa'a, originaire de l'île de Ho et Reo, la transmission de la langue se fait d'abord et avant tout à la maison. Peut-être c'est pas gentil de ma part, je les oblige. Je ne veux pas qu'ils perdent leur langue. Et donc, à chaque fois qu'ils font des fautes de prononciation, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Par exemple, je dis « Tokiya maman ». Va chercher maman. Et je répète tous les jours, à Toki, et ramène ta vie self. Tu vois un peu le Et aujourd'hui, dès que je parle, ils savent déjà ce que ça veut dire. Et ça me répond en Paumotu. Ce qu'il faudrait faire en famille, c'est de déterminer un moment où l'on parle que le Paumotu. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Voilà, ça te fait quand même 3 heures quand même de Reo Paumotu dans la journée. Ouais, c'est quand même costaud. En 2022, l'Institut de la statistique s'est penché sur les langues parlées en famille. Le Paumotu est très loin derrière la langue française et le Reo Tahiti. Pour Virita Imana, membre de l'Académie Paumotu, le plus important est de diffuser son usage. Je ne suis pas alarmiste, je suis plutôt dans une conception que tout est déjà conservé, il faut juste pratiquer, écrire au maximum. Il y a des efforts qui ont été fait par les gouvernements successifs, mais elle ne reste que timide. Et pour poursuivre sur le sujet, Miro Spaya est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature polynésienne. On l'a vu dans le reportage, les dialectes Paumotu se perdent. C'est bien sûr le constat que vous faites de votre côté. Exactement. En fait, il y a des critères pour mesurer la vitalité des langues. Et donc parmi ces critères, donc le critère le plus déterminant, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc admettons par exemple que les grands-parents sont les plus jeunes locuteurs, ça veut dire que en fait il y a des générations qui ont manqué la langue et donc il n'y a pas eu de transmission. Et pour cause, aujourd'hui les spécialistes sont vraiment unanimes sur la question du giron familial, qui est vraiment le point, on va dire, le point difficile aussi et complexe aujourd'hui pour la vitalité des langues. Et comment faire selon vous pour qu'ils s'emparent, pour que les familles s'emparent de ce sujet? Alors il y a beaucoup de choses, en fait tout le monde doit avoir sa place effectivement et son rôle, et donc c'est vraiment sociétal. Par exemple les académies, il faut laisser effectivement ces académies prôner en fait l'esthétique en fait de la langue, la créativité de la langue. Il faut également laisser les arts et aussi la musique, etc. Donner en fait envie et le goût aux jeunes de revenir sur les langues polynésiennes. Mais il faut le dire, il n'y a pas qu'à l'école que ça doit se passer. Ouais, justement, je ne m'inquiète pas vraiment pour l'école aujourd'hui, mais je m'inquiète finalement au niveau en fait des jeunes qui sont sortis de l'école et qui sont demandeurs en fait aujourd'hui pour revenir sur la langue, mais
effectivement, l'effort de parler les langues polynésiennes est si important que la bascule en français est vite fait. Et voilà. Justement, donc, ça faisait partie d'une de mes questions. Mirose, vous m'avez devancé. Justement, oui. Les jeunes aujourd'hui mélangent beaucoup le tahitien et le français. Est-ce que de cette situation, il faut qu'on y fasse face ou est-ce qu'il faut qu'on s'adapte à ces évolutions aujourd'hui? C'est un processus qui est propre en fait au contact des langues. La seule chose aujourd'hui, c'est que en fait, si les locuteurs en fait de ce mélange ne sont pas confrontés en fait au modèle linguistique, si tu veux, donc en français par exemple, de personnes qui parlent très bien le français et aussi des personnes qui parlent très bien le tahitien, s'ils ne sont pas confrontés durant toute leur vie, et du coup ce mélange devient une langue maternelle. Et donc il faut effectivement développer des situations où les gens aussi, les locuteurs, on va dire, qui sont très bien en langue polynésienne, qui peuvent également jouer le jeu, parce que c'est pas évident finalement, mais il faut qu'ils jouent le jeu. Est-ce que cette situation de perdition, Mirose Paya, est-ce qu'elle ne pourrait pas également être expliquée par le fait que le tahitien a été banni dans les écoles dans les années 60? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore un traumatisme finalement dans les familles? C'est sûr. Donc, c'est un contexte historique. La politique de francisation, effectivement, depuis 1880, donc a bien réussi aujourd'hui, puisque c'est plutôt le français qui est parlé. Mais ce n'est pas uniquement cette politique-là. La mutation sociale également, avec l'expérimentation de CEP, qui a finalement donné des représentations, mais vraiment positives pour le français. C'est la langue de la réussite sociale, etc. Et puis, dernièrement, on va dire, depuis quelques années, la mondialisation, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux qui se sont emparés, en fait, du point, on va dire, déterminant, en fait, pour les langues, c'est la communication. Et donc, finalement, voilà, donc les jeunes s'emparent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement s'emparer des réseaux sociaux? Eh bien, si, bien sûr. Et donc, vous savez, il y a effectivement jouer le jeu, c'est-à-dire créer une plateforme d'apprentissage en ligne. C'est le cas, par exemple, des startups comme Speak Tahiti, pour ne pas les citer, mais également à l'université, il y a une plateforme en ligne pour apprendre le tahitien, mais également aussi des initiatives. Il faut que ça vienne aussi des jeunes. Par exemple, les jeunes étudiants, ils ont des initiatives, par exemple, pour parler les langues, pour employer, en fait, utiliser les langues pour des questions, en fait, de quotidiennes. Il faut vraiment des initiatives partout. Il y a des associations également qui s'y mettent. Mais voilà, donc c'est difficile quand même. Et je veux dire qu'avec la mondialisation, ni le français, ni les autres langues polynésiennes sont épargnées. Bien sûr, toutes les langues finalement sont impactées par la mondialisation. Ouais. J'avais une dernière question. On parlait des écoles tout à l'heure, des écoles bilingues notamment, qui est une action mise en place ici en Polynésie. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces est-ce qu'on peut déjà faire un bilan finalement de ces tout petits qui apprennent déjà tout petits les langues polynésiennes? En fait, il faut partir des années d'avant 1985. Finalement, le tahitien a été, on va dire, officialisé comme langue d'enseignement et à enseigner. Mais également en 2005, les autres langues polynésiennes, donc le marquisien, etc., ont été aussi enseignées. Et donc 20 ans après, on va dire, les dispositifs en fait bilingues à parité horaire, ça veut dire qu'il y a augmentation en fait d'heures, donc augmentation aussi d'exposition des enfants aux langues, c'est tout bénéfice pour nous. Mais effectivement, après, il faut aussi suivre. Par exemple, quand on passe au collège, les autres langues polynésiennes ne sont pas en fait au collège. Il faudrait qu'il y ait une continuité dans ce processus qui a été engagé. Voilà, toutes ces langues-là vivent aussi, arrivent à vivre et puis à s'épanouir. Et le message est passé. Merci beaucoup, Mirose Paya, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. En football, maintenant, la sélection tahitienne jouera demain un match crucial dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde de football 2026. Les Toa Aito feront face à la Nouvelle-Calédonie, une rencontre qui se joue à Wellington, en Nouvelle-Zélande. À la veille de ce choc, Olivier Huc revient sur la conférence de presse donnée par l'équipe de Tahiti.
La traditionnelle conférence de presse d'avant-match lance officiellement le choc de la demi-finale qui attend Tahiti face à la Nouvelle-Calédonie. À 2 victoires d'une hypothétique qualification à la grande Coupe du Monde, ce premier rendez-vous sur le sol kiwi s'annonce très serré entre 2 équipes qui se connaissent bien. Pour le coach, les Toa Aito sont prêts. On est arrivé sur Wellington hier, on a fait une belle séance d'entraînement, voilà, tous les feux sont au vert, pas de blessés. Le groupe vit bien, les garçons sont bien ensemble, ça fait un moment qu'on a le même groupe. Donc pas de soucis particuliers, heureux d'être ici, heureux de pouvoir représenter Tahiti pour cette demi-finale. Rappelons que les 2 vainqueurs des 2 demi-finales opposant Tahiti et la Nouvelle-Calédonie d'un côté et Nouvelle-Zélande-Fidji de l'autre se retrouveront dimanche soir pour la finale et une place pour le mondial. Un rêve pour tous les joueurs de football. Se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est un rêve de gamin, hein, pour tout joueur amateur de notre niveau. Et on rêve ça depuis tout petit. Donc on a hâte de jouer. On donnera tout pour la demi-finale, pour nos familles, pour le pays. Et qu'on fera pas tous les moyens de se qualifier pour la finale. L'enjeu est immense et cette rencontre sera à suivre en direct sur TNTV ce jeudi à partir de 15h50. Le spectacle et l'émotion devraient être au rendez-vous compte tenu de l'enjeu. Le rendez-vous est donc donné. Cette demi-finale sera commentée par Olivier Huc et Naya Bennett de la Fédération tahitienne de football. Sachez également qu'un autre match sera à suivre en direct sur TNTV demain à 9h35. La Croatie sera opposée à la France en quart de finale de la Ligue des Nations. Et toujours en sport, direction Tahiti-Iti, où s'est déroulée ce matin la 8e édition de la Presqu'îlienne. La compétition de VAA scolaire a enregistré cette année son record de participation avec 250 collégiens engagés. Ils se sont affrontés en V6 sur 4 étapes entre Taravao et Vairao. Désiré Teivao et Ndieb étaient sur le plan d'eau. 18 équipages représentant 12 collèges de Tahiti, Moorea et des îles étaient sur la ligne de départ cette année de la Presqu'îlienne. Et sur cette première étape entre la baie de Phaéton et la plage de Mitirapa, longue de 3 km, les collégiens de Papara décrochent la première place. Ça s'est bien passé et on a bien ramé, on a eu un bon feeling sur le vent et voilà. Merci aussi à tout le monde, tout Papara. Après maintenant on va compter sur la deuxième équipe pour voir si on peut taper la première place. L'objectif, c'est de gagner. Hein. Pour la première fois, un équipage du collège de Nukuhiva a aussi fait le déplacement. Malgré une préparation perturbée aux marquises, il termine en milieu de classement sur cette première étape. En fait, on a eu que 4 semaines d'entraînement avant de venir parce qu'on était en retard. On ne s'est pas vite inscrit, on était les derniers à s'inscrire. Du coup, c'était dur là. Ils se sont bien comportés puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'entraînement. Visiblement, ils sont en milieu de classement. Donc comme la course est longue, on a bon espoir de maintenir la position et j'espère de l'améliorer. Du côté de l'Union du sport scolaire, on souligne le niveau affiché par les collégiens sur cette édition. On a les meilleures équipes de Tahiti et Moorea du collège. Et pour la première fois, on a une équipe des Marquises qui est venue. Nous, on est très fiers à l'USSP d'accueillir toutes les équipes des îles, et notamment celles des îles éloignées. Et on va espérer de faire en sorte qu'ils soient aussi bons que Papara, Ndea et Tevayuta, qui eux ont remporté respectivement les premières, deuxième et troisième places de la première étape. On retiendra que cette édition de la Presqu'îlienne a été remportée par le collège de Papara. Tevayuta et Notre-Dame-des-Anges prennent les deuxième et troisième places. Le prochain rendez-vous pour le VAA scolaire est programmé le 3 mai à Moorea avec la Eimeho Race. Et nous arrivons au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez l'émission de 0 à 100 km/h, suivie d'initiative Fais-moi le doc. Enfin, la série Damages. Excellente soirée à tous. À demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.